Parfois ce ne sont pas les cris qui trahissent la vérité, mais les silences entre les phrases, les regards détournés, et une bougie qui refuse de s'éteindre. À Ethercombe, un simple thé en mémoire d'un homme a réveillé bien plus que des souvenirs. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Miss Marple était en train de rentrer ses géraniums lorsque la lettre arriva. Une enveloppe crème, au papier épais, l'écriture légèrement tremblée mais élégante. L'expéditrice, Georgina Penrose, n'était qu'un nom vaguement familier dans les souvenirs feutrés de St. Mary Mead. La nièce d'Helena Penrose, peut-être? Cette Helena que Miss Marple avait brièvement connue lors d'un concert caritatif, bien des années auparavant. La lettre invitait cordialement Miss Marple à une petite commémoration familiale au manoir des Penrose, en l'honneur du souvenir de tante, Helena, disparue voilà 20 ans jour pour jour. L'invitation, sobre et presque pudique, était empreinte d'un respect discret. Aucune mention de formalité, ni de nécessité de porter le noir. Un simple thé, disait-on, pour évoquer des souvenirs partagés. Miss Marple, touchée par la délicatesse du ton, ne vit guère de raison de refuser. Elle avait toujours nourri une curiosité tranquille pour les demeures anciennes et les silences prolongés. En refermant la lettre, elle s'attarda un instant sur la signature fine. Georgina Penrose. Il y avait dans ce nom une résonance ancienne, comme un écho retenu. Et dans la date choisie, une étrangeté que Miss Marple ne formula pas encore, mais qu'elle sentit, intuitivement. Le manoir Penrose apparaissait derrière les arbres comme un souvenir qu'on n'ose plus évoquer. Les briques grises portaient les marques du temps, et les gouttières semblaient sur le point de céder à la prochaine pluie. Mais l'ensemble conservait cette noblesse effacée des grandes maisons anglaises, dont le charme réside autant dans la décadence que dans le faste révolu. Miss Marple gravit les marches avec prudence. Une jeune femme, probablement Georgina, vint l'accueillir, polie, mais visiblement tendue. Le vestibule avait été nettoyé à la hâte. Les tapis sentaient le renfermer, mais un feu avait été allumé dans l'âtre. Elle observa les boiseries, les portraits au regard fixé dans le vide, et les rideaux à peine tirés. Rien n'avait vraiment changé, et c'était justement cela qui serrait le cœur. Le manoir, à défaut d'avoir continué à vivre, s'était contenté de survivre. Une pendule ancienne battait lentement le temps, presque à contretemps. Tout semblait suspendu, comme si le passé avait encore son mot à dire. Dans le salon principal, plusieurs personnes étaient déjà réunies autour d'un service à thé délicatement disposé. Miss Marple salua chacun avec sa politesse coutumière, enregistrant les noms comme autant de pièces d'un puzzle à venir. Il y avait Clara Fanshawe, l'ancienne dame de compagnie d'Helena, dont le sourire discret semblait vouloir éviter les questions. Le révérend Dakin, grave et compassé, observait la pièce comme un homme chargé d'un fardeau moral. Gideon Vale, un poète aux cheveux grisonnants et aux gestes lents, se tenait un peu à l'écart, plongé dans une rêverie mélancolique. Béatrice Caldwell, voisine âgée et vive d'esprit, paraissait moins affectée que curieuse. Et bien sûr, Georgina, l'hôtesse, en robe sobre mais élégante, qui s'efforçait de maintenir une atmosphère cordiale, bien qu'un brin rigide. Chacun avait connu Helena Penrose différemment, mais tous semblaient partager une forme de gêne silencieuse, comme si la réunion réveillait plus de tension que d'émotion. Miss Marple sentit immédiatement ce malaise diffus, cette vibration imperceptible que seuls les silences bien placés savent produire. Un léger mouvement attira l'attention de Miss Marple. Tous les regards se tournaient vers le mur au fond du salon, où trônait un imposant portrait d'Helena Penrose. Elle y apparaissait jeune, droite, le regard intense, presque impérieux. Mais ce ne fut pas le tableau qui retint le plus l'attention de Miss Marple. Au pied du chevalet, une bougie solitaire brûlait dans un chandelier ancien. Elle n'était pas décorative. Elle avait été allumée avec intention et brillait sans vaciller. La flamme tremblotait doucement, projetant une ombre vacillante sur le visage peint d'Helena, lui conférant une expression mouvante, presque vivante. Georgina, d'un ton neutre, annonça qu'aucune messe n'était prévue, mais que cette bougie resterait allumée jusqu'à la fin du jour. Une phrase apparemment banale, mais que Miss Marple entendit comme un rituel précis. Il y avait dans cette bougie plus qu'un hommage.
une volonté de maintenir la présence de la disparue, ou d'en conjurer une autre. Le thé fut servi avec une certaine raideur. Béatrice Caldwell s'enquit, à voix basse, de la température du lait. Le révérend Dakin remercia poliment, mais ne but pas. Clara regardait fixement sa tasse sans la porter à ses lèvres. Miss Marple, comme toujours, bavarda de choses anodines, du climat, du marché, d'un nouveau pharmacien à Mudge Benham, tout en observant les visages. Lorsqu'on évoqua la jeunesse d'Helena, Georgina se crispa brièvement, puis sourit trop vite. Mais ce fut un détail matériel qui attira l'œil de Miss Marple. Le chandelier avait été légèrement déplacé depuis son arrivée. Son ombre ne portait plus au même endroit sur le tapis. Autour du portrait, certains regards se détournaient. Gideon fixait la flamme avec intensité. Clara évitait de l'approcher. Le silence flottait, fragile, entre deux gorgées de thé. Quelque chose dans cette pièce n'était pas dit. Mais tout le monde semblait s'accorder pour ne pas le dire. Lorsque tout le monde eut fini sa tasse, Georgina se leva. Elle tenait à remercier chacun pour sa présence fidèle à la mémoire de tante Helena, et souligna combien l'esprit de la maison avait souffert de son absence. Mais au détour d'une phrase, elle ajouta « Si certaines choses avaient été dites à temps, peut-être que les choses auraient été différentes. » Un silence lourd s'abattit. Le révérend Dakin baissa les yeux. Clara eut un léger sursaut. Même Béatrice, pourtant peu impressionnable, se redressa sur sa chaise. Georgina se rattrapa aussitôt, évoquant des affaires de famille comme il y en a tant. Mais la phrase était déjà dans l'air. Miss Marple, les doigts posés sur sa cuillère, sentit ce silence comme on sent un changement de pression atmosphérique. Ce n'était pas un silence maladroit. C'était un silence choisi. Et dans ce genre de silence, elle le savait, se cache souvent une vérité qu'on craint de voir surgir à la lumière. La soirée se dispersa doucement. Les uns regagnèrent leur chambre, les autres flânèrent dans le petit salon. Miss Marple, avant de quitter la pièce principale, jeta un dernier regard à la bougie. La flamme était toujours vive, droite, insensible au léger courant d'air qui passait sous la porte. Elle semblait refuser de mourir. Miss Marple s'en approcha, observa la cire à demi fondue, la mèche bien noire. Elle connaissait ce type de bougie. Elle savait combien de temps elle brûlait. Et quelque chose, dans la hauteur restante, lui sembla incompatible avec l'heure de son allumage supposé. Rien d'alarmant, bien sûr. Pas encore. Mais une chose était sûre. Cette flamme-là n'était pas innocente. Elle n'était pas seulement commémorative. Elle persistait. Et dans sa persistance, elle racontait peut-être une toute autre histoire. Le vent s'était levé dans la nuit, poussant les branches contre les vitres comme autant de doigts impatients. La pluie, fine et continue, tambourinait sur les ardoises du toit. Le manoir Penrose, d'ordinaire si replié dans ses souvenirs figés, semblait cette nuit-là frémir d'une vie étrange, comme éveillé par quelque chose qu'on ne voyait pas. La maison dormait, du moins en apparence. Les chambres à l'étage étaient silencieuses, mais l'agitation du vent faisait craquer les poutres, gémir les huisseries. Une porte battait doucement quelque part, jusqu'à ce qu'une main là vienne la refermer. Dans le salon, la bougie au pied du portrait d'Helena continuait de brûler, obstinément. La flamme ne vacillait même pas, bien qu'un filet d'air froid passât sous la porte. Elle semblait résister au monde entier, prolonger un souvenir que nul ne voulait éteindre. Sur le tapis, les ombres se mouvaient lentement. Et dans un coin du salon, un fauteuil à haut dossier restait inoccupé, mais non pas vide de sens. Il y avait là une attente sourde, un souffle retenu. Peut-être la maison savait-elle déjà ce qui allait se produire, comme si les murs anciens, à force d'avoir vu, avaient appris à pressentir. Miss Marple, d'ordinaire bonne dormeuse, avait ce soir-là un sommeil agité. Les gémissements du vent, le cliquetis irrégulier de la pluie, tout cela semblait vouloir la maintenir dans une demi-conscience inquiète. Elle s'était levée pour boire un peu d'eau et, en revenant dans le couloir, son regard fut attiré par la lumière qui filtrait sous la porte du salon. Ce n'était pas l'éclairage électrique. Tout avait été éteint soigneusement après le thé. Mais une clarté plus chaude, plus stable, la bougie.
La vieille dame s'approcha doucement, sans bruit, et colla l'œil à l'interstice. La flamme était bien là, toujours droite, toujours intacte, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Elle resta un instant immobile, l'observant sans trop savoir pourquoi. Ce n'était pas une curiosité, ni un pressentiment très clair, juste cette sensation, familière à ceux qui savent écouter le silence, qu'il se passe parfois des choses importantes sans que personne ne les nomme. Puis elle regagna sa chambre, doucement. Mais quelque chose dans cette lumière persistante lui resta dans l'esprit, comme une question non posée. Le matin s'annonça gris et bas. Le manoir, engourdi, reprenait lentement vie sous le frisson des premiers pas sur le parquet et les odeurs de thé qu'on préparait. « C'est la gouvernante, madame. » Crowthorne, qui entra la première dans le salon. Elle s'apprêtait à aérer la pièce lorsqu'un cri étouffé s'échappa de sa gorge. Dans le fauteuil à haut dossier, face au feu éteint, Arthur Penrose reposait la tête renversée, les yeux clos. On aurait pu croire à un sommeil profond, si ce n'est que sa poitrine ne se soulevait plus. Miss Marple fut l'une des premières à accourir. Elle s'approcha lentement, observa le corps, les mains croisées sur les genoux, le teint cireux, la bouche légèrement entr'ouverte. Rien ne semblait en désordre, pas de lutte, pas de panique. Et pourtant, une tasse vide sur la petite table, posée avec trop de soin, une écharpe roulée sous le fauteuil comme tombée sans bruit. La bougie, désormais consumée presque jusqu'à la base, achevait sa flamme en silence. Elle avait tenu toute la nuit, et peut-être un peu plus. Miss Marple ne dit rien, mais son regard s'attarda longuement sur la cire coulée jusqu'au pied du chandelier. Les autres invités ne tardèrent pas à apparaître, alertés par l'agitation. Clara entra la première, blême, suivie de Georgina, dont les gestes devenaient brusques. Béatrice Caldwell murmura une exclamation. Mais ce fut Gideon Vale, le poète, qui réagit avec une étrange fixité, comme si cette mort n'était pas une surprise mais une confirmation. Le docteur Hackett, un homme à l'allure usée mais efficace, fut rapidement appelé. Il s'agenouilla, examina les pupilles, prit le pouls inexistant. Après un soupir, il déclara d'une voix neutre. « Il est mort paisiblement, probablement d'un arrêt du cœur. Il n'y a aucun signe de violence. » Le soulagement que cette phrase provoqua ne passa pas inaperçu à Miss Marple. Ce fut subtil, fugace, mais réel. Certains se détendirent trop vite. D'autres n'avaient même pas eu besoin de se tendre. La vieille dame restait en retrait, regardant les tasses, les cendres froides et la flamme achevée de la bougie. Un détail lui échappait encore, mais elle le sentait. Quelque chose n'était pas à sa place. Et si la mort d'Arthur Penrose avait été aussi soigneusement mise en scène que le souvenir qu'on prétendait honorer, le docteur Hackett, tout en repliant lentement son stéthoscope, répéta que tout portait à croire à une crise cardiaque. Arthur Penrose, affirma-t-il, souffrait depuis longtemps d'une faiblesse cardiaque mal soignée. Il ajouta, sur un ton professionnel, que le stress du voyage récent depuis l'Afrique avait pu précipiter l'événement. Rien de suspect, précisa-t-il, levant les yeux vers Georgina qui hochait gravement la tête. C'est une mort paisible. Miss Marple, pourtant, n'était pas convaincue. Elle avait vu au fil des années bien des morts paisibles, et d'autres qui l'étaient moins. Elle regarda à nouveau le fauteuil. Il y avait quelque chose dans la position du corps, trop soigné, trop symétrique. Et cette tasse, posée exactement au bord de la table, comme si elle avait été replacée avec une précision inhabituelle. Le médecin, pressé, ne releva pas les détails. Mais Miss Marple, elle, se fiait toujours à ce que les autres ne voyaient pas. Le Jean avait brûlé toute la nuit, bien au-delà de ce qu'elle aurait dû. Cela, décidément, n'entrait pas dans le tableau rassurant d'une mort naturelle. Miss Marple s'approcha du chandelier, désormais presque vide de cire. Elle pencha légèrement la tête, calculant silencieusement. Ces bougies, elle les connaissait bien. Elles provenaient sans doute de la boutique locale de Madame Tillingham, de fabrication artisanale. Elles brûlaient de façon régulière pendant 6 à 7 heures, pas davantage. Or, si la bougie avait été allumée au moment où Georgina avait prononcé son discours, soit un peu après 19 heures,
Elle n'aurait jamais dû encore brûler au petit matin. Et pourtant, la cire fondue témoignait du contraire. Elle avait achevé sa combustion récemment. Quelqu'un l'avait peut-être rallumée pendant la nuit. Ou alors, elle n'avait été allumée qu'après la mort d'Arthur. Miss Marple pinça doucement les lèvres. Une flamme qu'on pensait symbolique pouvait parfois être un mensonge lumineux. Elle savait désormais que cette bougie n'était pas un simple hommage discret. C'était un indicateur temporel, intentionnellement manipulé. Et si l'on avait voulu la rallumer, pourquoi? Pour retarder l'heure apparente du décès? Ou pour effacer celle, bien plus compromettante, à laquelle Arthur Penrose était réellement mort? Avant de quitter le salon, Miss Marple jeta un dernier regard circulaire à la pièce. Rien n'avait bougé, et pourtant, quelque chose était différent. C'est alors qu'elle aperçut le rideau de velours près de la fenêtre, dont un coin semblait noirci, à peine perceptiblement. Elle s'approcha. Un minuscule accroc, à hauteur de la flamme, trahissait un léger début de brûlure. Pas suffisant pour déclencher un incendie, mais assez pour suggérer que la flamme avait été déplacée ou soufflée avec maladresse. Puis son regard glissa vers la table basse. Un livre de poèmes, qu'elle avait remarqué la veille à l'autre extrémité de la pièce, se trouvait maintenant à portée de main du fauteuil. Miss Marple n'avait pas vu Arthur y toucher pendant le thé. Elle posa un doigt sur la couverture, puis sur la page légèrement cornée. C'était un poème évoquant la mémoire, le feu et l'oubli. L'objet n'était pas à sa place, tout comme le rideau n'aurait jamais dû être si près de la bougie. Deux anomalies discrètes, deux signaux faibles. Mais dans l'univers de Miss Marple, ce genre de détail n'était jamais le fruit du hasard. Alors qu'elle s'éloignait, une voix s'éleva tout près d'elle, à mi-chemin entre un murmure et une confidence. C'était Gideon Vale, resté seul dans l'embrasure du couloir, la main sur le chambranle, les yeux fixés sur le sol. Certains secrets, dit-il sans lever les yeux, auraient dû rester là où on les avait enterrés. Miss Marple s'arrêta sans répondre. Le ton n'était ni amer, ni accusateur. Juste, lasse. Elle se tourna légèrement vers lui. Certains secrets, répondit-elle doucement, trouvent toujours une façon de se raviver, comme certaines flammes. Le regard que lui lança alors Gideon était chargé d'un mélange étrange de reconnaissance et de fatigue. Il savait qu'elle avait compris quelque chose, peut-être pas tout, mais assez pour déranger la tranquillité apparente. Miss Marple poursuivit son chemin, le pas calme. Derrière elle, la maison était redevenue silencieuse. Mais dans son esprit, les pièces commençaient à s'emboîter. Une vérité attendait encore dans l'ombre, et la lumière vacillante d'une bougie n'avait peut-être été qu'un prélude à son illumination complète. Le lendemain matin, une atmosphère de prudence flottait sur le manoir. La pluie avait cessé, mais l'air restait saturé d'humidité et de silence retenu. Dans le petit salon annexe, Miss Marple se retrouva seule avec Clara Fanshawe. La gouvernante, installée près de la fenêtre, versait le thé avec des gestes mesurés. Elle aimait cette pièce, murmura Clara en parlant de la défunte. C'était son refuge lorsqu'elle voulait échapper aux préoccupations familiales. Miss Marple hocha la tête doucement. Elle n'interrompait jamais les silences, les laissant mûrir jusqu'à ce que quelqu'un décide de les combler. Clara évoqua quelques souvenirs. Une promenade dans les bois, des lettres lues à voix haute, une dispute ancienne dont elle ne connaissait que l'écho. Arthur était différent, discret, mais pas du genre à oublier. Il était revenu ici pour quelque chose, j'en suis certaine, ajouta-t-elle, en baissant les yeux sur sa tasse. Miss Marple, attentive, notait chaque mot, chaque pause. Derrière ses propos flous, il y avait plus qu'un simple regret. Une inquiétude peut-être, ou un poids. Et dans les mains de Clara, la cuillère tournait dans le vide depuis trop longtemps. Le thé attira d'autres convives. Georgina entra la première, suivie de Béatrice Caldwell et du révérend Dakin. La conversation se fit plus générale, plus légère en apparence. On évoqua des souvenirs, mais très vite, Miss Marple remarqua des divergences. Béatrice jurait que la vieille serre avait été démolie avant 1940. Georgina affirma qu'elle y avait vu sa tante bien plus tard. Le révérend, lui,
prétendait ne pas se souvenir d'une messe donnée en mémoire du père Penrose, alors que Clara en gardait un souvenir précis. De simple confusion, peut-être. Mais Miss Marple savait combien la mémoire, surtout lorsqu'elle est sélective, peut révéler l'embarras. Elle les écoutait poliment, les yeux baissés sur sa soucoupe, mais les faits s'empilaient dans son esprit. Ce qui frappait, ce n'était pas tant ce qui se disait que ce qui se contredisait, et surtout, ce que l'on s'abstenait de dire. Et parmi ces récits enjolivés, certains semblaient avoir été repassés au fer de l'oubli volontaire. Vers midi, alors que l'agitation semblait retomber, Georgina revint dans le salon avec une enveloppe jaunie à la main. « J'ai trouvé ceci en vidant un tiroir de l'ancienne coiffeuse d'Helena », annonça-t-elle. « Je crois qu'il s'agit d'une lettre qu'elle avait écrite à Arthur mais jamais envoyée. » Elle tendit le papier à Miss Marple, qui lut les premières lignes avec prudence. L'écriture était ferme, mais les mots trahissaient une tension ancienne. Helena y évoquait une désillusion familiale, une trahison autour d'une affaire de succession. Il y était aussi question d'un carnet disparu et d'un rendez-vous manqué. « Tu as fait ton choix », écrivait-elle, « et je ferai le mien. Mais sache que le silence n'efface pas le passé. » Georgina déclara qu'elle ignorait tout de ce différend. Clara, pourtant, détourna le regard. Pour Miss Marple, cette lettre résonnait comme une pièce capitale. Non seulement elle révélait un conflit profond entre frères et sœurs, mais elle était datée de seulement 3 jours avant la disparition d'Helena. Et si Arthur n'était pas revenu au manoir par nostalgie, mais par nécessité. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple flâna jusqu'à la bibliothèque. Elle aimait cet espace, refuge des pensées laissées en suspens. Son regard fut attiré par le grand chandelier en cuivre, trônant sur le meuble central. Elle se souvenait l'avoir vu la veille sur la commode près de la fenêtre. L'objet n'avait pas été simplement déplacé, il avait été nettoyé, trop bien même. La surface brillait anormalement. Elle passa un doigt sur la base. Aucun dépôt de cire, aucune poussière. Pourtant, le reste du meuble montrait une fine pellicule de gris pâle. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas un geste anodin. Quelqu'un avait voulu effacer une trace de flamme peut-être, ou d'autre chose. Elle n'en dit rien, mais dans sa mémoire, elle ajouta une ligne. Chandelier déplacé plus nettoyé égale possible manipulation de lumière ou d'objets dissimulés. Et dans ce manoir où chaque chose semblait figée dans son passé, le moindre déplacement prenait la valeur d'un message. Le soir venu, Gideon Vale, que la disparition d'Arthur semblait avoir affecté d'une manière particulière, proposa de lire quelques poèmes en hommage à Helena. Il s'installa dans le petit salon et, d'une voix douce, récita des vers qu'il prétendait avoir entendus de la bouche de la défunte, jadis. Le poème parlait de flammes qui éclairent sans chaleur, de mots qu'on n'ose plus prononcer, le secret murmuré derrière des portes closes. L'assistance écoutait, recueillie. Mais Miss Marple, elle, s'étonna. Non du contenu, mais d'un détail plus subtil. Une métaphore botanique évoquant la floraison d'un magnolia japonais. Elle se souvenait d'avoir vu, dans les affaires d'Helena, un carnet de jardin daté de 1937, où cette espèce était décrite comme inconnue à l'époque dans leur région. Autrement dit, le poème n'était pas d'Helena. Il avait été écrit ou modifié plus tard. Par Gideon, peut-être, pour masquer une inspiration personnelle, ou pour attribuer à la défunte des pensées qui n'étaient pas les siennes. Et dans quel but travestir ainsi les mots du passé? En quittant le salon, Miss Marple fit un détour par la salle à manger, laissée vide après le souper. Une curiosité la poussa à examiner un petit meuble d'angle sur lequel trônait une statuette de porcelaine. Elle observa la fine poussière sur le plateau. Tout semblait immobile depuis des semaines, sauf un carré plus net, délimité avec précision. Un objet avait été déplacé, puis reposé, ou bien retiré sans être remplacé. Elle pencha la tête. L'espace correspondait à un petit coffret ou un livre épais, peut-être un carnet. Un détail mineur en apparence, mais dans cette maison où l'on prétendait que rien n'avait bougé depuis des années,
Ces signes muets avaient leur propre éloquence. Miss Marple caressa doucement le rebord du meuble. Ce n'était pas la poussière qui trahissait les vivants, mais leur manie d'oublier que l'oubli lui-même laisse des marques. Et dans ce manoir figé par les souvenirs, la poussière ne couvrait pas seulement les objets. Elle dissimulait des gestes récents que l'on aurait voulu invisibles. Ce soir-là, alors que le manoir s'enveloppait d'un calme feutré et que les autres convives se dispersaient dans leurs chambres ou restaient silencieux près du feu, Clara s'approcha de Miss Marple avec une certaine chose dont je préférerais parler loin des autres. Dans la bibliothèque, Miss Marple, qui sentait depuis le début une nervosité contenue chez la gouvernante, accepta avec son sourire discret. Elles prirent place dans 2 fauteuils bas, entourés de volumes anciens et d'un silence propice à la confidence. Clara gardait les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur un point indéfini du tapis. Elle parla d'abord par touches, évoquant les années passées au service d'Helena, les habitudes de la maison, la tendresse distante entre frères et sœurs. Puis, sa voix changea de ton, plus grave, presque coupée. Il ne s'agissait plus seulement de souvenirs, mais de tensions qu'on avait préféré taire. Et Miss Marple, attentive, perçut dans ce changement l'amorce de quelque chose de plus profond. Clara évoqua le testament d'Helena, modifié peu avant sa disparition. Selon ses dires, Arthur l'avait appris trop tard, et cela avait profondément affecté les relations familiales. Il estimait, dit-elle, que la maison devait lui revenir, qu'il en était l'héritier légitime, par simple droit d'aînesse, même après toutes ces années à l'étranger. Mais Helena, selon Clara, avait changé d'avis. Elle trouvait que Georgina, sa nièce, avait montré plus de loyauté que son frère absent. Une clause avait été ajoutée, stipulant que le manoir, ainsi que certains objets de valeur, reviendraient à Georgina à sa mort, et non à Arthur. Clara se tordait les doigts en parlant. Elle semblait redouter ses propres paroles. Il n'a jamais vraiment accepté cette décision, poursuivit-elle, et il n'était pas homme à oublier une injustice, réelle ou supposée. Miss Marple la regardait avec calme. Dans ce genre d'histoire, les testaments ne parlent jamais seulement d'argent. Ils sont faits de rancunes anciennes, de frustrations jamais exprimées. Et celui-ci semblait avoir allumé une braise que la mort seule n'avait pas suffi à éteindre. Clara hésita, puis poursuivit, baissant la voix encore d'un ton. « Il y a quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire. Mais hier soir tard, je les ai entendus. » Miss Marple resta silencieuse. Arthur et Gideon. Dans le couloir du rez-de-chaussée, juste à côté du bureau. La porte était fermée, mais j'ai entendu leur voix. Gideon criait. Arthur répondait sèchement, comme s'il le défiait. Clara ferma les yeux un instant, se rappelant. Il parlait du carnet. Gideon répétait que ça aurait dû disparaître avec elle. Et Arthur disait que la vérité finirait par sortir, qu'il n'avait pas peur de la mettre à jour. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Et ce bureau, fermé, depuis des années selon Georgina. Mais il me semble qu'Helena y gardait certaines choses qu'elle ne voulait pas montrer. Un bureau verrouillé, une dispute en pleine nuit. Un carnet évoqué comme une menace. Cela n'avait rien d'un échange banal. Et si cette querelle avait un lien direct avec la mort d'Arthur, alors Gideon, avec ses vers mystérieux et son air distant, devenait plus qu'un simple poète endeuillé. Clara semblait avoir libéré une tension en parlant. Pourtant, un autre sujet la fit se raidir à nouveau. « Vous savez, murmura-t-elle, Gideon n'a jamais digéré ce qui s'est passé avec Helena. » Miss Marple haussa un sourcil. Il l'aimait. C'était évident, même si elle ne lui a jamais donné plus qu'une forme d'amitié distante. Et quand elle a refusé de le suivre à Londres, il l'a mal vécu. Il s'est exilé dans ses poèmes, dans ses silences. Elle baissa la tête, puis ajouta à mi-voix. Il l'a toujours tenu responsable de ses échecs. Il n'a jamais vraiment pardonné. Et lorsqu'il est revenu dans cette maison pour la commémoration, c'était plus par curiosité que par tendresse. Miss Marple ne répondit pas tout de suite. L'amour non partagé est une blessure profonde. Mais la rancune qu'il engendre peut devenir une obsession.
Et si Gideon était revenu non pour honorer le souvenir d'Helena, mais pour régler une vieille dette morale, alors il pouvait avoir plus de raisons qu'il ne voulait bien en avouer. Miss Marple, toujours calme, laissa passer quelques secondes de silence avant de poser la question suivante. « Et vous, Clara? Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant ?» Clara sursauta presque, comme si elle n'avait pas anticipé qu'on lui rendrait la réflexion. Elle baissa les yeux, jouant avec l'ourlet de sa manche. « Parce que je sens que quelque chose ne va pas, que cette mort n'était pas naturelle. » Elle s'arrêta puis reprit. « Et aussi parce que je suis fatigué de garder des secrets. » Miss Marple la fixait avec douceur. Clara était honnête, sans doute, mais même chez les âmes fatiguées, la vérité ne s'offre jamais entière. Elle vit un léger tremblement dans les doigts de la gouvernante, un battement irrégulier des paupières. Des signes infimes, mais familiers à celle qui avait l'habitude de lire ce que les mots taisent. Clara avait peur. Pas pour elle, mais pour l'image qu'on se faisait de la famille Penrose. Et cette loyauté-là, aussi noble fût-elle, pouvait aveugler les plus sincères. En quittant la bibliothèque, Miss Marple remercia Clara d'un ton aimable, presque maternel. Mais à peine la porte refermée, son regard se posa instinctivement sur le bureau d'acajou dont Clara avait tant parlé. Le meuble, imposant, trônait dans l'angle le plus sombre de la pièce. Et là, dans le tiroir supérieur gauche, elle aperçut quelque chose de métallique dépassé légèrement. Elle s'approcha. Un trousseau. Ancien, aux clés lourdes et ouvragées. Une d'elles portait une petite étiquette effacée. On devinait à peine le mot « serrure principale ». Miss Marple effleura le cuir vieilli du bureau. La serrure semblait intacte, mais il était manifeste que quelqu'un avait tenté d'y accéder récemment. Le bois autour portait une marque plus claire, comme si une clé y avait été insérée à plusieurs reprises. Elle me toucha à rien. Mais ce trousseau, laissé si négligemment, parlait bien plus que les paroles murmurées à voix basse. Quelqu'un avait voulu ouvrir ce bureau. Peut-être y était-il parvenu. Et si le fameux carnet mentionné par Clara avait réellement existé, il se pourrait qu'il ait disparu depuis cette nuit fatale. La nuit tombait à nouveau sur le manoir Penrose. Les couloirs s'étaient tus, et chacun semblait avoir trouvé refuge dans sa chambre. Mais Miss Marple, en robe de chambre sobre et gestes feutrés, ne dormait pas. Son esprit, en alerte depuis l'entretien avec Clara, revenait sans cesse au trousseau de clés entrevu dans le tiroir entrouvert du bureau. Elle attendit que les planchers cessent de grincer, puis descendit, un châle jeté sur les épaules. Le salon principal était désert, la bibliothèque plongeait dans une pénombre rassurante. La porte du bureau, comme elle s'y attendait, était restée simplement poussée. Elle s'approcha du meuble et observa. Le trousseau était toujours là, dépassant paresseusement du tiroir, comme abandonné dans la hâte. Cela ne ressemblait guère aux habitudes de la maison. Elle le prit entre ses doigts et le retourna lentement. Les clés, lourdes, sentaient le cuivre ancien. Miss Marple savait que les secrets ne se cachent jamais vraiment au fond des bois, mais toujours derrière les portes qu'on n'ose plus ouvrir. Et ce bureau semblait attendre depuis longtemps que quelqu'un ose le faire. Le bureau d'Helena était massif, élégant et bien entretenu. Mais son aspect lisse dissimulait de nombreux compartiments invisibles au regard non averti. Miss Marple, experte en meubles victoriens, ne tarda pas à repérer un fin interstice sous le plateau. Elle essaya les clés une à une, avec patience. La troisième, celle marquée d'une minuscule rose fanée gravée dans le métal, tourna avec un léger clic. Le tiroir intérieur, caché derrière une rangée de faux dossiers, s'ouvrit lentement dans un léger gémissement de bois sec. Il avait été refermé depuis longtemps, et il était évident qu'il n'avait pas été consulté récemment, malgré les tentatives d'en forcer l'ouverture. À l'intérieur, peu d'objets. Une boîte d'encre vide, 2 lettres pliées, et un paquet soigneusement enveloppé dans un tissu jauni. C'était ce dernier qui attira son attention. Miss Marple tendit la main et s'en empara avec délicatesse, comme si elle venait de libérer un souvenir oublié. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir, elle le savait, n'allait pas simplement éclairer le passé, mais le remettre en cause.
Le tissu craqua doucement sous les doigts de Miss Marple lorsqu'elle le déplia. Il avait jauni avec le temps et portait encore l'odeur légère de lavande séchée, vestige des tiroirs bien tenus d'une autre époque. À l'intérieur, un carnet, de taille moyenne, relié d'un cuir bleu nuit légèrement usé sur les bords. Il ne portait ni titre ni nom. Elle l'ouvrit avec précaution. Les premières pages contenaient des vers manuscrits, répartis avec soin, parfois accompagnés de petits croquis marginaux. Un pétale, un oiseau, un chandelier. L'écriture était nette, penchée et apparemment féminine. Mais quelque chose troubla Miss Marple dès les premières lignes. Non pas le contenu, encore vague et lyrique, mais l'impression diffuse d'une voix qui n'était pas tout à fait celle qu'elle aurait attendue. Elle lut un second poème, puis un troisième. Quelque chose clochait. Un soupçon de désaccord, comme si le carnet chantait un air dont Helena Penrose n'aurait jamais connu la musique. Et plus elle tournait les pages, plus cette dissonance devenait tangible. Quelqu'un voulait faire croire que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Miss Marple connaissait suffisamment la nature humaine et les textes pour reconnaître les subtiles trahisons du style. Helena Penrose, selon les souvenirs de ceux qui l'avaient connue, avait toujours eu un goût prononcé pour le romantisme mélancolique, les références classiques, les vers sobres et limpides. Or, ce carnet, tout en conservant une apparence de raffinement, révélait un ton différent. Les métaphores étaient trop modernes, les images plus abruptes, parfois témoins de ce qu'on ne veut plus nommer. Ces mots étaient beaux, certes, mais lourds d'intentions sous-jacentes. Miss Marple s'arrêta sur une strophe où l'auteur parlait de « un frère revenu des terres rouges, porteur de mots non dits ». Cela sonnait comme une menace déguisée, une voix qui se répondait à elle-même à travers les pages. Non, se dit-elle en refermant le carnet un instant. Ces poèmes-là n'étaient pas écrits pour consoler. Ils avaient été écrits pour exposer, et la main qui les avait tracés savait exactement ce qu'elle faisait. Elle reprit sa lecture. Un poème en particulier l'arrêta net. Il s'intitulait « Souvenir de Cambélé ». Le mot n'était pas anodin. Miss Marple connaissait la réputation d'Arthur Penrose. Après avoir quitté le manoir, il avait vécu plusieurs années en Afrique de l'Ouest, notamment dans une région nommée Cambélé, dont il avait souvent parlé avec fierté lors de son retour. Mais ce détail, si précis, ne pouvait figurer dans les souvenirs poétiques d'Helena, qui n'avait jamais mis les pieds là-bas et qui, selon Clara, n'avait jamais mentionné ce lieu dans sa correspondance. Miss Marple referma doucement le carnet sur ce poème. Le ton était personnel, presque possessif. Il évoquait un moment sous le soleil rouge, un aveu murmuré dans la chaleur d'un soir tropical. Il n'y avait désormais plus de doute. Ce texte avait été écrit par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait Cambélé. Arthur G. Gideon. L'un des deux avait glissé ce poème dans le carnet pour lui prêter une voix qui n'était pas la sienne. Mais dans quel but? Pour rendre hommage ou pour transformer le passé à son avantage? Miss Marple déposa le carnet sur le bureau et ouvrit son sac à main. Elle y conservait, comme à son habitude, quelques documents soigneusement pliés, dont une vieille note écrite de la main d'Arthur, reçue quelques jours avant la commémoration. Elle en sortit la lettre, la posa à côté du carnet et observa. À première vue, les écritures différaient, mais pas complètement. Certaines lettres, comme le F allongé ou le G bouclé, étaient trop semblables pour être fortuites. Miss Marple prit un crayon et nota une ligne sur une feuille vierge, comparant l'inclinaison, la pression du trait, la forme des majuscules. Tout laissait à penser que l'auteur du poème de Cambélé était Arthur lui-même. Mais pourquoi insérer un texte aussi personnel dans un carnet qui semblait vouloir passer pour l'œuvre intime d'Helena? Un faux littéraire, ou plutôt une œuvre déguisée. Un moyen subtil d'insinuer des pensées, des accusations même, dans la bouche d'une morte, pour troubler les héritiers, manipuler les émotions, ou justifier une revendication. Miss Marple restait penchée, pensive. Il ne s'agissait plus seulement de poésie. C'était un acte, et possiblement un mobile. En refermant le carnet, Miss Marple fut frappée par un dernier détail. Un vers, à la fin d'un poème, revenait comme un refrain, et la flamme, même soufflée, refusait la nuit.
Elle relut cette phrase plusieurs fois. Il était question d'une flamme obstinée, d'un feu qu'on croyait éteint et qui brillait encore, seul témoin silencieux d'un serment ou d'une faute. Ce motif lui rappela immédiatement la bougie, celle qu'elle avait observée, debout au pied du portrait, puis allumée de nouveau bien après l'heure attendue. La métaphore prenait désormais une autre dimension. Et si ce vers, caché dans le carnet, n'était pas seulement poétique? Et s'il s'agissait d'un message? Un code connu de deux personnes, celui qui l'écrivait et celui à qui il était destiné. Une manière de dire « Je sais ce que tu as fait, et je laisserai une trace ». Miss Marple posa une main légère sur la couverture du carnet. Ce n'était pas un simple objet oublié. C'était un message piégé. Et dans le langage feutré des poèmes, elle venait peut-être de décoder l'aveu le plus clair de toute l'affaire. Le salon avait retrouvé son calme apparent. Après les agitations de la matinée, chacun s'était dispersé, et Miss Marple, fidèle à sa manière discrète, s'était portée volontaire pour aider à remettre un peu d'ordre dans la pièce. Tandis qu'elle ramassait quelques coussins tombés et redressait un guéridon, son regard fut attiré par une tache sombre près du tapis. En s'accroupissant, elle découvrit une tasse de porcelaine renversée, partiellement cachée sous une table basse. Le liquide, depuis longtemps absorbé par le tapis, laissait un cercle plus foncé. Mais ce fut surtout le bris discret au niveau du rebord qui éveilla sa curiosité. La tasse avait visiblement heurté quelque chose dans sa chute, et pourtant, personne ne l'avait mentionné. Miss Marple la souleva délicatement. Une odeur à peine perceptible de thé noir persistait encore. Ce n'était pas une tasse oubliée par hasard. Elle avait été posée, ou peut-être lâchée, dans un moment de trouble. Et dans cette maison où chaque objet semblait soigneusement à sa place, une tasse cachée en disait toujours plus qu'une parole prononcée. En observant la tasse, Miss Marple reconnut immédiatement le motif délicat de roses anglaises sur fond ivoire. Un service ancien, hérité de la... Ce service n'était sorti qu'en de rares occasions, toujours rangé dans le vaisselier vitré du petit salon, protégé comme un vestige sacré du passé. Qu'il ait été utilisé pour un simple thé nocturne paraissait étrange. Encore plus étrange qu'il ait été laissé au sol, à demi caché. Elle se rappela une conversation lointaine. Georgina avait affirmé ne pas avoir touché à ce service depuis des années, le trouvant trop précieux. Pourtant, voilà une tasse brisée, non déclarée, isolée, et appartenant précisément à cet ensemble. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Si la porcelaine n'était pas destinée à être vue, peut-être que la tasse n'était pas destinée à être utilisée. Mais alors, qui l'avait sortie? Et pourquoi? À moins, bien sûr, qu'elle ait été choisie non pour sa beauté, mais pour sa capacité à rester oubliée. Son regard glissa alors vers l'horloge murale. C'était une belle pièce en acajou, datant probablement de la fin du XIXe siècle, et Miss Marple avait remarqué, dès son arrivée, qu'elle fonctionnait toujours à merveille, rythmant les heures avec une constance apaisante. Mais ce matin-là, l'aiguille des minutes s'était figée à 23h17. Curieuse, elle écouta. Aucun tic-tac. L'horloge s'était arrêtée. Volontairement? Miss Marple se rendit au chandelier, encore en place sur la table, et inspecta les résidus de cire. La bougie avait visiblement brûlé jusqu'au bout. Or, selon ses propres calculs, elle avait été allumée vers 19h. Ce modèle spécifique brûlait 6 à 7 heures au maximum. Or, si Arthur était décédé à 23h17 comme l'horloge semblait l'indiquer, et que la bougie était encore vive à 6h du matin, alors l'un des deux éléments mentait. Ou plutôt, l'un des deux avait été manipulé. Miss Marple esquissa un sourire fin. Elle n'aimait pas parler de tromperie, mais elle avait toujours pensé qu'on pouvait fausser les mots, mais difficilement la cire fondue. Et dans cette scène silencieuse, les objets devenaient des témoins bien plus bavards que les gens eux-mêmes. Sur le guéridon voisin, une seconde tasse, cette fois intacte, attira l'attention de Miss Marple. Le liquide à l'intérieur était tiède, à peine refroidi, et d'un brun terne. Elle s'en approcha, la souleva doucement et huma son contenu. Aucune odeur, ou du moins, rien qui évoquât le thé. Pas de bergamote, pas de feuilles infusées, ni même l'amertume familière du Darjeeling. Un simple breuvage tiède, insipide, volontairement neutre.
Cela n'avait rien d'un oubli. Quelqu'un avait préparé cette tasse sans réelle intention de la boire. Ou alors, pour une raison autre que la consommation. Elle se demanda si ce liquide avait servi à dissoudre quelque chose, une poudre, une substance quelconque, ou s'il s'agissait simplement d'un leurre. Mais pourquoi ce soin? Pourquoi cette discrétion? Et surtout, qui était censé boire cette tasse vide de saveur, mais peut-être lourde de conséquences? Une fois de plus, dans ce décor feutré, la banalité cachait une construction. Et Miss Marple savait que les poisons les plus efficaces n'ont pas toujours besoin d'avoir du goût. Alors qu'elle faisait quelques pas dans le salon, Miss Marple sentit soudain sous la plante de son pied une légère résistance. Elle s'arrêta, recula et examina le tapis. Rien de visible, mais une bosse infime persistait sous le velours. Elle se pencha, souleva délicatement le coin du tapis et découvrit un minuscule éclat de verre, glissé juste à la limite du tapis et du socle du guéridon. Pas assez pour blesser, pas assez pour qu'on le voie. Juste assez pour prouver qu'une tasse avait bien éclaté ici, puis qu'on avait soigneusement ramassé les morceaux. Sauf celui-là. Elle se redressa lentement. Ce n'était pas une maladresse, c'était une dissimulation. Le fragment, à peine plus grand qu'un ongle, scintillait faiblement dans la lumière de l'après-midi. Une goutte de thé y restait accrochée, figée dans le temps. Miss Marple le prit avec précaution et l'enveloppa dans son mouchoir. Ce genre de trace minuscule suffisait parfois à faire vaciller un mensonge entier. Car si la tasse n'avait pas été brisée accidentellement, alors tout ce qu'on croyait savoir sur la dernière heure d'Arthur devenait suspect. Assise quelques instants face à la cheminée, Miss Marple ferma les yeux et reconstitua mentalement le fil de la nuit. La bougie, allumée au moment de la commémoration, vers 19 heures, avait été retrouvée presque consumée à l'aube. Sa durée de combustion prouvait qu'elle n'avait pas été allumée une seule fois, mais sans doute deux. Ou bien qu'on avait dissimulé le fait qu'elle avait été remplacée. Or, si l'on acceptait que l'heure de la mort d'Arthur ne correspondait pas à celle suggérée par l'horloge, et que cette lumière avait été modifiée pour troubler l'ordre des choses, alors on devait accepter une seconde hypothèse. Quelqu'un avait tout mis en scène, et pas à la légère. Miss Marple rouvrit les yeux. Chaque détail, chaque tasse, chaque ombre, participait à une reconstruction, une illusion destinée à orienter les soupçons. Mais la lumière, elle, ne mentait pas. Et si la flamme avait été manipulée, alors celui ou celle qui l'avait, contraire, tout illuminé sans le vouloir. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, Miss Marple jeta un dernier regard vers le chandelier. La bougie y avait été remplacée. L'objet paraissait désormais neutre, inoffensif. Mais il n'en allait pas de même pour l'atmosphère. Quelque chose dans la pièce semblait suspendu, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle s'arrêta au milieu du tapis. Un détail lui revint. L'un des convives, Georgina, Gideon, avait mentionné la veille que la bougie était un symbole de paix. Une phrase anodine sur le moment. Mais à la lumière de tout ce qu'elle venait de découvrir, cette paix semblait bien artificielle. Miss Marple fixa la place vide près de la cheminée. Là où Arthur s'était assis pour la dernière fois. Là où quelqu'un l'avait peut-être observé, silencieusement, avant d'agir. Et soudain, tout le décor, ce salon si bien ordonné, lui apparut pour ce qu'il était, non pas un espace de recueillement, mais une scène. Une scène dont le rideau n'était pas encore tombé. Ce matin-là, un voile de brume s'attardait sur les haies taillées du domaine. Le gravier, détrempé par la pluie nocturne, crissait sous les palans de Miss Marple. Elle s'était glissée hors du manoir sans rien dire à personne, préférant le silence humide du jardin à l'atmosphère feutrée mais chargée de la maison. Elle avançait sans but précis, mais l'esprit, lui, travaillait. Chaque détail de la veille. La tasse brisée, l'horloge figée, la bougie consumée, revenait dans son ordre propre, formant peu à peu une tapisserie de sens. Rien n'était laissé au hasard dans cette demeure où les apparences tenaient lieu de vérité. Elle s'arrêta près du vieux banc de pierre, le regard porté vers le massif de roses désormais fané. Une pensée la frappa soudain. Les silences avaient été trop parfaits, les gestes trop mesurés.
comme si l'on s'était efforcé de jouer un rôle. Mais dans quel but? La rosée perlait encore sur les feuilles, mais dans l'esprit de Miss Marple, quelque chose commençait à sécher. Installée sur le banc humide, Miss Marple ferma les yeux un instant et déroula en silence le fil des événements. D'abord, la lettre, reçue la veille au soir, avec son étrange formulation. Puis, cette dispute dont Clara avait parlé à demi-mot, une altercation feutrée mais réelle, à l'écart du reste des invités. Puis, il y avait eu les tasses. Celle, intacte, sans arôme, comme posée pour la forme. L'autre, dissimulée sous la table, brisée, oubliée, ou plutôt volontairement oubliée. L'horloge, figée à 23h17, semblait vouloir clamer une vérité figée, elle aussi. Mais la bougie, elle, avait continué à brûler. Elle avait parlé d'un autre temps, plus étiré, plus flou. Et enfin, ce carnet de poèmes, ressorti si opportunément par Georgina, récité à haute voix avec une émotion presque trop théâtrale. Cela avait servi de rideau, une mise en scène sur fond de verre, pour dissimuler autre chose. Miss Marple, les yeux toujours clos, visualisa la scène comme un petit théâtre. Chaque objet était une ficelle, et derrière ces ficelles, une main habile, presque invisible. Mais à force de manipuler les fils, on finit par en laisser un traîner. L'image de la bougie revint, obsédante. Ce chandelier, qu'on avait laissé sur la table comme un simple accessoire décoratif, avait en réalité servi de leurre. Miss Marple se souvint avec précision de la hauteur de la cire fondue, du creux formé autour de la mèche, des traces de suie à peine visibles sur le rebord. Tout cela parlait d'une combustion longue, beaucoup trop longue pour coller avec l'heure officielle du décès. Et si la bougie avait été replacée après les faits? Si, au lieu d'éclairer un moment de recueillement, elle avait été rallumée ensuite pour simuler une scène paisible. Cela permettait de fausser la perception du temps, de figer une image dans l'esprit des témoins. Un stratagème simple, presque naïf, mais diablement efficace. Qui penserait qu'une bougie pourrait mentir? Mais Miss Marple connaissait les objets. Ils disaient parfois davantage que les personnes, surtout lorsqu'ils avaient été utilisés avec trop de soin. Et cette flamme, loin d'éclairer la vérité, avait été disposée pour en éloigner les regards. Ce fut en repensant aux réactions du petit cercle présent lors de la découverte du corps que Miss Marple sentit son intuition se resserrer. Certaines émotions avaient paru sincères, brutes, incontrôlées. D'autres, en revanche, avaient été calibrées à la perfection. Georgina, par exemple, s'était effondrée d'une manière presque romanesque. Les larmes, les sanglots étouffés, la main tremblante sur le poème, tout cela semblait presque trop étudié. À l'inverse, Gideon, si réservé en temps normal, avait montré une colère froide, quasi absente. Mais ce qui troubla surtout Miss Marple, c'était l'absence d'un détail. Personne n'avait évoqué l'odeur du thé. Or, même dans le chagrin, l'odorat ne ment pas. Cela l'amena à une conclusion troublante. Certains avaient répété leur rôle, anticipé les regards, soigné leur masque. Et peut-être qu'un déguisement bien cousu. Le carnet de poèmes m'avait fait forte impression. Georgina l'avait tenu comme une relique, prétendant qu'Arthur écrivait chaque vers pour expier quelque faute ancienne. Mais Miss Marple, bien que peu portée sur la poésie moderne, avait trouvé ces vers étrangement plats. Rien de personnel, rien de profond. Juste des mots soigneusement alignés, comme une copie appliquée de douleurs déjà lues ailleurs. Elle avait alors feuilleté rapidement le carnet après que Georgina l'eut posé sur la console. Et entre deux pages, elle avait trouvé une note griffonnée. Sans vers, sans rime, mais avec une date, 12 septembre, et un mot, testament. Arthur avait-il modifié ses volontés ce jour-là? Et cela, Georgina l'aurait-elle su? Ce carnet n'était peut-être qu'un rideau, encore un, pour détourner l'attention du véritable mobile. Une question d'héritage, bien plus tangible que les blessures du cœur. Miss Marple replia doucement la note dans sa mémoire. Sous les vers sentimentaux, un silence bien plus tranchant s'était glissé. Et c'était ce silence, non les mots, qui disaient la vérité. De retour dans le salon désert, Miss Marple s'approcha du chandelier.
La cire avait été nettoyée, les bougies changées. Tout semblait en ordre, trop en ordre. Elle contempla le chandelier, et une pensée la saisit. Et si cette lumière n'avait pas servi à voir, mais à dissimuler? Une flamme, bien placée, peut créer une zone d'ombre. Elle attire l'œil, mais elle aveugle aussi. Et si, pendant que tous regardaient la bougie, ou la lettre, ou le poème, le véritable geste avait été accompli derrière cette lueur tremblante? Dans le reflet même de cette lumière, un angle restait invisible. Miss Marple se pencha légèrement. Un vieux trumeau reflétait encore la pièce. Et là, dans le miroir terni, elle comprit soudain que le meurtre n'avait pas été commis dans l'ombre, mais en pleine lumière. Seulement cette lumière avait été dirigée. Un éclairage trop bien choisi, un décor trop bien agencé. Quelqu'un avait éclairé la scène pour mieux en effacer les contours. Tout à coup, comme une nappe de brume se levant, les éléments s'assemblèrent dans l'esprit de Miss Marple. La tasse brisée, la bougie trop consumée, le carnet manipulé, les émotions surjouées. Elle comprit que Georgina, si soigneusement théâtrale, avait tout à gagner à fausser l'heure du décès. L'ancienne version du testament, que seul Arthur possédait encore, les vainquait au profit de Gideon. Mais si Arthur mourait avant d'officialiser ce changement, alors l'héritage lui reviendrait. Elle avait utilisé les objets comme des accessoires. La bougie pour figer le temps, le poème pour attendrir, la tasse comme trace confuse d'un moment passé. Mais c'était le soin excessif du décor qui la trahissait. Miss Marple regarda une dernière fois le fauteuil vide d'Arthur. Et dans ce silence feutré, elle savait désormais ce que lui avait murmuré la chandelle. La vérité n'est pas toujours dans ce qui brille, mais dans ce que l'on cherche à cacher derrière. La pluie avait cessé, mais l'air restait saturé de cette tension humide qui précède certaines révélations. Dans le grand salon, les rideaux avaient été tirés pour laisser entrer la lumière pâle du jour. Miss Marple, avec la douceur d'une hôtesse attentionnée, avait fait disposer un plateau de porcelaine, quelques biscuits et la théière fumante dans le même service que la veille. Le prétexte était simple, presque naïf. Un dernier thé en mémoire d'Arthur. Les convives s'installèrent peu à peu. Georgina, les traits tirés mais le port altier, prit place près de la cheminée. Gideon, bras croisés, gardait un silence presque méfiant. D'autres, moins proches, observaient sans comprendre la raison véritable de cette convocation inhabituelle. Miss Marple versa le thé à chacun avec soin, sans précipitation. Elle s'assit enfin, ses doigts fins entourant sa tasse, avant de lever les yeux. « Je pense que nous avons tous besoin de clarté, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix paisible. Un murmure d'assentiment lui répondit, teinté d'inquiétude. Elle posa alors la tasse sur la soucoupe avec un léger tintement. Ce n'était pas simplement une réunion de deuil, mais l'instant précis où le voile allait se lever. Miss Marple se redressa légèrement dans son fauteuil, le regard paisible mais attentif. « Il me semble que nous avons tous vu les mêmes choses, mais pas sous le même angle. Permettez-moi de tenter une relecture. » Elle évoqua d'abord l'arrivée au manoir. Le courrier livré en retard. La lettre d'Arthur retrouvée sur son bureau, encore cachetée. Une lettre importante, dont on a soigneusement évité de parler, glissa-t-elle. Les yeux de Gideon s'animèrent, mais il se tut. Puis elle parla du dîner. Du silence de Georgina. Du geste furtif d'Émilie quand le nom de Clara avait été prononcé. Des détails insignifiants, dirait-on, mais ils tracent un fil. Elle sourit doucement. Elle évoqua ensuite la tasse brisée. Ramassée hâtivement, puis répondit. Georgina baissa les yeux vers son assiette intacte. « Et la bougie ?» poursuivit Miss Marple. Une simple bougie, mais si éloquente. Le ton restait calme, presque tendre. Mais chaque mot était un pas vers l'inévitable. Elle marqua une pause. Enfin, il y eut ces vers, si émus, si bouleversants. Et pourtant, elle laissa la fin en suspens. Comme un fil de laine à peine tiré d'un tricot trop parfait. Une sensation flottait dans la pièce. Ils étaient entrés pour un thé, mais en sortiraient changés.
Miss Marple posa une main légère sur le rebord de la table, comme pour souligner la gravité de ce qu'elle allait dire. Parlons un instant de cette fameuse bougie, voulez-vous? Tous les regards convergèrent vers elle. Même Georgina releva lentement la tête. Le chandelier, placé sur la console près du fauteuil, portait une unique bougie. Lorsqu'on découvrit le corps d'Arthur, cette bougie était consumée aux 3/4. Cela, en soi, ne semble pas suspect. Mais elle inclina la tête. J'ai mesuré la cire restante, observé la mèche et consulté un petit guide de combustion dans mon sac de tricot. Un léger rire nerveux s'éleva, aussitôt étouffé. Cette bougie avait brûlé bien plus longtemps que ne le permet l'heure supposée du décès. Si Arthur était mort à 23h17, comme l'indique l'horloge arrêtée, la bougie aurait dû être presque intacte. Elle se tourna alors vers Georgina. Cela signifie qu'elle fut rallumée après coup, pour simuler une présence, une continuité, pour donner l'illusion que la scène avait été figée dans une sorte de recueillement poétique. Un silence pesant s'abattit. Gideon se pencha en avant, les poings crispés. Ce genre de manipulation demande sang-froid et une certaine familiarité avec la disposition des lieux. Miss Marple se leva, doucement. La lumière, mes chers amis, éclaire les coupables autant qu'elle les protège. Encore faut-il savoir lire ce qu'elle révèle. Et cette bougie, trop bavarde, venait de trahir celui ou celle qui l'avait allumée. Miss Marple s'approcha du petit secrétaire où le carnet de poèmes avait été posé. Elle le prit entre ses mains, feuilleta quelques pages, puis s'arrêta. Ce carnet fut présenté comme un recueil d'émotions d'Arthur. Un dernier message de l'âme, dit-on. Mais certains détails m'ont troublé. L'encre, la courbe de l'écriture, la façon dont les jets sont bouclés. Elle leva les yeux. Cette main n'était pas celle d'Arthur. Un frémissement parcourut la pièce. Georgina, figée, ne tenta pas de protester. J'ai comparé avec une note retrouvée dans le tiroir du bureau. Un mot qu'il avait adressé à son jardinier. L'écriture y était plus hachée, plus anguleuse. Rien à voir. Elle referma le carnet avec précaution. Ces vers ont été composés, non pour exprimer un chagrin sincère, mais pour en provoquer. Pour orienter nos émotions, masquer des faits. Elle déposa lentement le carnet sur la table. Il ne s'agissait pas de poésie, mais de théâtre. Un silence tomba comme un rideau. Et dans cette pièce désormais trop calme, chacun savait que le rideau n'avait pas fini de se lever. Miss Marple, debout près de la fenêtre entr'ouverte, laissait son regard se perdre un instant sur les pelouses du domaine. Puis, se retournant lentement, elle reprit d'un ton presque désolé, comme si ce qu'elle allait dire la peinait davantage qu'elle ne l'accusait. Ce que je vais évoquer maintenant ne concerne pas la poésie, mais l'argent. Ou plutôt, ce que certains seraient prêts à faire pour préserver une image bâtie sur l'orgueil. Un frisson discret parcourut l'assemblée. Il y a dans les papiers d'Arthur des traces d'un arrangement ancien, signé il y a plus de 20 ans, concernant la propriété du domaine et les rentes qu'il générait. Un arrangement qui, s'il avait été rendu public, aurait révélé une fraude. Un transfert illégal de fonds entre comptes familiaux, pour protéger un patrimoine menacé. Miss Marple se tourna vers Georgina. Seule la disparition d'Arthur pouvait garantir que cela ne ressurgisse jamais. Il avait commencé à évoquer une mise à jour du testament, une clarification, que vous ne pouviez vous permettre. Le silence se fit lourd. Georgina se tenait droite, mais sa main crispée sur le dossier du fauteuil trahissait sa tension. Il ne s'agissait pas uniquement de conserver l'argent, mais de préserver une façade. L'apparence d'une lignée irréprochable, une illusion de respectabilité. Un froissement de papier, un soupir retenu. Miss Marple ajouta avec douceur. « L'orgueil, m'a dit un jour un pasteur, est le plus élégant des poisons. On le boit en croyant que c'est du vin. » Et à cet instant, dans le regard de Georgina, une faille s'ouvrit, ténue mais irréversible. Georgina resta un instant silencieuse, le regard vide, comme si les mots de Miss Marple s'étaient enfoncés dans une zone qu'elle avait longtemps refusé de visiter. Puis elle releva la tête, et un sourire presque moqueur étirait. Toujours aimé les récits bien ficelés, Miss Marple. Mais sa voix manquait de force, de cette fermeté tranquille qu'elle arborait d'ordinaire. Dans son regard, une agitation naissante. Une lutte interne,
entre le déni et l'inévitable. Ce que vous insinuez est grotesque. Arthur était fantasque. Il aurait pu rédiger n'importe quoi dans ses papiers. Miss Marple inclina légèrement la tête. Fantasque, peut-être, mais rigoureux dans ses comptes, et terriblement épris de justice, même tardivement. Georgina eut un rire bref, sec. Puis tout à coup elle s'assit, comme si ses jambes ne la soutenaient plus. Elle regarda le feu, puis le carnet de poèmes, enfin la bougie éteinte. Ce n'était pas censé aller jusque-là. Il m'avait promis de garder le silence, mais il menaçait de tout dévoiler. Et je ne pouvais pas perdre cela. Un murmure, mais il suffit. Miss Marple s'approcha doucement. Vous ne l'avez pas tué de sang-froid. Vous avez seulement déplacé une tasse, allumé une bougie, falsifié quelques mots, et attendu. Georgina ferma les yeux. J'ai cru qu'il comprendrait, qu'il m'épargnerait. Il voulait vous libérer, Georgina, pas vous condamner. À ces mots, un silence tomba, non plus chargé de soupçons, mais de vérité nue, insupportable. Le silence, d'abord total, fut bientôt rompu par un souffle. Émilie détourna les yeux, une main contre sa bouche. Gideon se leva brusquement, puis se rassit, l'air frappé. Mais alors, tout cela, le testament, les poèmes, rien n'était sincère, murmura-t-il, incrédule. Miss Marple, sans répondre directement, le regarda longuement. Il comprit alors que sa propre colère contre Arthur, qu'il croyait fondée sur un prétendu favoritisme, n'était qu'un écran. Les vraies décisions s'étaient prises ailleurs, en silence, derrière des portes qu'il n'avait jamais ouvertes. Clara, qui jusque-là n'avait presque rien dit, brisa enfin son mutisme. Je m'en doutais. Pas des détails, non. Mais quelque chose sonnait faux, depuis le début. Georgina ne tremble pas, jamais. Et ce jour-là, elle a renversé du thé. Elle rougit aussitôt. C'est bête, je sais. Miss Marple sourit doucement. Non, ma chère. C'est précisément ce genre de détail qui trahit l'âme. Un murmure d'approbation courut dans la pièce. Mais il n'y avait plus de colère. Seulement cette stupeur étrange qui suit les vérités longtemps contenues. Et derrière chaque visage, une autre question s'insinuait, silencieuse mais tenace. Qu'ai-je moi aussi préféré ne pas voir? Le feu crépitait doucement dans l'âtre, jetant ses reflets dorés sur les visages encore figés. Quelqu'un, sans qu'on sache qui, souffla la bougie à moitié consumée. Elle n'avait plus sa place désormais. Miss Marple, toujours debout, regardait les flammes avec cette expression douce et concentrée qu'on lui connaissait si bien. Elle n'avait pas besoin de triompher. La vérité suffisait, même si elle blessait. Georgina s'était levée, lentement, comme dans un rêve. Elle quitta la pièce sans bruit, suivie discrètement par un policier en civil, venu à l'invitation discrète de Miss Marple plus tôt dans la journée. Aucun cri, aucun effondrement. Juste l'ombre d'un nom qu'on n'oublierait pas. Les autres restèrent encore un moment, silencieux. Puis, peu à peu, ils prirent congé. Seuls Clara et Gideon demeurèrent, près de la cheminée. Miss Marple les rejoignit, prit une tasse restée intacte et s'assit. « Vous savez, dit-elle doucement, les familles les plus solides ont parfois des fondations fragiles. Ce n'est pas la solidité des murs qui compte, mais ce que l'on construit à l'intérieur. » Clara acquiesça. « Et si les murs craquent ?» Miss Marple sourit. « Alors il faut savoir les rebâtir. » Avec un peu moins de silence et un peu plus de lumière. Le feu baissa doucement, mais la pièce n'était plus obscure. Il restait la vérité, et parfois, c'est une lumière qui suffit. Le manoir d'Edercombe, si vibrant quelques heures plus tôt de murmures, de révélations et de regards chargés, était désormais enveloppé d'un silence presque cérémoniel. Le grand salon, vidé de ses convives, paraissait plus vaste, plus nu, comme si les murs eux-mêmes portaient la fatigue de ce qu'ils avaient entendu. Les tasses de thé refroidies n'avaient pas été desservies. Les serviettes, délicatement froissées, gisaient encore sur les accoudoirs. Les invités, un à un, avaient pris congé, évitant les adieux trop appuyés, se contentant de hochements de tête, de poignées de main brèves, parfois même de simples regards. Tous repartaient avec un poids invisible,
celui d'une vérité qu'on n'avait pas cherchée, mais qu'on ne pouvait plus ignorer. Seules demeuraient quelques silhouettes familières. Clara, droite malgré la tension, et Miss Marple, assise près du feu, comme si elle attendait que les braises parlent encore. Le vent nocturne s'infiltrait doucement par les interstices des fenêtres, faisant frémir les rideaux. Le manoir n'était pas seulement déserté, il semblait suspendu, en attente de quelque chose, ou simplement l'acceptation silencieuse de ce qui avait été révélé. Clara traversait les couloirs du rez-de-chaussée, un trousseau de clés en main. Elle fermait les volets un à un, dans un geste méthodique hérité des années passées à gérer une maison où la routine servait de rempart contre le trouble. Lorsqu'elle parvint au petit salon, elle trouva Miss Marple toujours là, les mains croisées sur les genoux, le regard perdu dans la danse des flammes. « Il me semble que le manoir n'a jamais été aussi silencieux », dit doucement Clara en tirant le battant d'un volet. Miss Marple tourna la tête vers elle. Ce n'est pas le silence du calme, mais celui d'un sol qui a craqué. On attend qu'il se referme, ou qu'il s'ouvre davantage. Clara s'assit sur le bord du fauteuil voisin, le visage fatigué mais apaisé. Je ne sais pas si je dois me sentir soulagée, ou coupable de ne pas l'être. Le soulagement, ma chère, vient rarement sans une ombre. Mais vous n'avez rien à vous reprocher. Les secrets étaient anciens. Vous n'en étiez que l'héritière involontaire. Un volet grinça. Clara tourna la tête. Et maintenant? Miss Marple sourit avec douceur. Maintenant, on referme les volets, mais pas les yeux. Clara était montée, laissant Miss Marple seule pour quelques instants. Dans la bibliothèque, la pénombre régnait, adoucie par la lueur fragile d'une bougie oubliée. Elle était posée sur un guéridon, près du fauteuil qu'occupait Arthur jadis pour lire, une tasse de thé à portée de main. La flamme vacillait, obstinée. Elle semblait ignorer que tout avait été dit, que tout avait été compris. Un vestige, une mémoire. Miss Marple s'approcha et observa longuement cette lumière modeste. Puis, d'un geste d'une lenteur presque rituelle, elle souffla dessus. La fumée s'éleva doucement, droite d'abord, puis ondulante, comme hésitante à quitter la pièce. Elle resta là quelques secondes, la main posée sur le bois du meuble, pensant à ceux qui croient éteindre les choses en les taisant, sans comprendre que certaines vérités brûlent en silence. Et cette bougie, n'avait-elle pas éclairé plus que 1000 lanternes? Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, Miss Marple fut rejointe par le révérend Dakin, visiblement troublé. Son col ecclésiastique était légèrement de travers, détail rare chez lui. Il tenait son chapeau à la main, mais ne faisait mine ni de partir ni de s'asseoir. « Miss Marple, puis-je vous parler un instant ?» Elle acquiesça. « Je dois vous avouer, j'ai toujours eu des doutes à propos de Georgina. Pas sur sa foi, ni sur sa droiture apparente, mais sur quelque chose de plus enfoui. Un regard trop fixe, une façon de détourner la conversation. » Il hésita, puis ajouta. « Mais je n'ai jamais osé en parler. Je craignais de paraître injuste, d'ouvrir une porte sur ce que je ne pouvais prouver. » Miss Marple le regarda avec compassion. Parfois, la vérité ne demande pas qu'on l'énonce. Elle demande simplement qu'on l'écoute, même lorsqu'elle murmure. Le révérend baissa la tête, comme soulagé d'avoir enfin parlé. Miss Marple retrouva son fauteuil, cette fois dans le petit salon, presque vide désormais. Le feu dans la cheminée avait diminué, mais subsistait encore une braise, rougeoyante, comme la trace discrète d'un cœur qui continue de battre malgré les cendres. Elle y plongea son regard avec cette intensité tranquille qui la caractérisait. Une tasse de thé, froide à présent, reposait encore sur la petite table. Une image, une scène figée, mais révélatrice. Elle murmura. Ce n'est pas la flamme qui brûle le plus fort qui fait le plus de mal, mais celle qu'on refuse d'éteindre. Celle qu'on laisse couver, dans le silence et la honte. Clara, revenue sur le seuil, l'écouta sans intervenir. Certains secrets, même anciens, continuent de projeter leur ombre. On croit les avoir oubliés, mais ils guettent la première fissure pour s'engouffrer. Elle se leva, lissa doucement sa jupe. Le devoir n'est pas de juger, il est de regarder. Même ce qu'on préférerait ignorer.
Surtout cela. Puis, avec un dernier regard vers la cheminée, elle ajouta simplement. Et parfois, il faut souffler doucement sur les braises. Pour mieux reconstruire. Ainsi s'achève l'ombre portée par une flamme vacillante, dans un manoir désormais silencieux. Les vérités ont été dites, les apparences éteintes. Mais certaines blessures, elles, brûlent encore. Discrètement, comme les regrets qu'on ose nommer. Pensez-vous que le silence soit parfois plus coupable que le mensonge? Je serais curieux de lire votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager autour de vous ou à vous abonner pour d'autres mystères délicatement dévoilés. À bientôt, pour une nouvelle enquête là où nul ne pense à regarder.